Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes lectures du mois d'août. Je filme cette vidéo un petit peu en retard et je m'en excuse, mais vous le savez déjà sûrement, je suis prof des écoles et du coup la période de la rentrée c'est pas la période à laquelle j'ai le plus de temps libre. Donc ouais, j'ai pas eu le temps de filmer cette vidéo en temps et en heure, mais elle arrive quand même, donc c'est le principal. Le premier livre que j'ai lu pendant le mois d'août c'est Citadin de demain de Claire Duvivier, c'est le premier tome de sa trilogie Capitale du Nord. Et j'avais déjà lu le premier tome de la trilogie Capitale du Sud à la fin du mois de juillet, donc j'avais très envie de continuer en fait sur ma lancée et de découvrir le premier tome de cette trilogie pendant le mois d'août. Ça a été une bonne lecture, mais ça n'a pas été une aussi bonne lecture que Le Sang de la Cité que j'avais vraiment préféré par rapport à celui-ci. Dans ce roman, on suit une jeune fille qui vient d'une très bonne famille et qui habite dans la ville de Dehaven. On suit un peu sa vie au début, on découvre qu'elle a reçu une très bonne éducation et qu'elle a été vraiment instruite dans les sciences depuis son plus jeune âge puisque ses parents font partie de la bonne société de la ville et qu'ils ont donc décidé de donner une bonne éducation à leur fille. Et c'est également le cas d'autres familles dans la ville, notamment de son fiancé avec qui elle a passé une bonne partie de sa jeunesse. Et en gros, on va découvrir que son fiancé a découvert un genre de rituel de magie et il va y avoir toute une enquête autour de ça et on va assister un petit peu à tous les bouleversements politiques qu'il va y avoir au sein de la ville. J'avoue que l'histoire m'a beaucoup moins marqué que Le Sang de la Cité. J'ai encore l'histoire de l'autre roman en fait vachement en tête par rapport à celui-ci dont j'ai déjà plus trop de souvenirs. Donc malheureusement ça a été une moins bonne lecture, c'est pas une mauvaise lecture, après je pense que j'avais donné la note de 3 sur 5 sur Goodreads, mais pour moi c'est vraiment pas du même niveau que l'autre trilogie de Guillaume, je mets son nom ici, j'arrive jamais à me souvenir de son nom de famille. Donc bref, je vais quand même continuer à découvrir ces deux trilogies puisque l'histoire m'intrigue, puis le fait que les deux trilogies soient un petit peu entremêlées, ça m'intrigue beaucoup également. Mais j'espère vraiment que l'histoire me happera davantage dans les prochains tomes parce que pour le coup là, j'avoue que je me suis un petit peu ennuyée par moment. Ensuite j'ai lu un service presse que j'avais reçu de la part des éditions La Talente, c'est Le Premier Jour de Paix de Elisa Béram. Dans ce roman, qui est un très court roman puisqu'il fait même pas 200 pages, on suit une société qui est complètement dévastée, ça se passe en 2098 et en gros on suit au début de l'histoire un vieil homme qui a vécu en fait tous les bouleversements du 21e siècle, toutes les guerres, toutes les famines, tous les problèmes politiques et il en a un petit peu sa claque, il voit encore les gens autour de lui se détruire mutuellement puisque il y a sans cesse des conflits, sans cesse des problèmes et lui du coup il va essayer d'instruire un peu les enfants de sa communauté, de les prendre un peu à l'écart pour les retirer de tous ces conflits qui les oppressent finalement. Et il va en fait espérer que d'autres personnes leur viennent en aide puisque il y a encore d'autres personnes dans le monde qui arrivent en fait à œuvrer pour la paix et qui parfois arrivent à sauver des gens. Et donc on va un petit peu découvrir ces personnes au travers du vieil homme qu'on suit au début. Et on va un peu découvrir le point de vue de plein de personnes au fil de l'histoire. C'est un livre que j'ai bien aimé, qui m'a fait un peu penser au roman de Becky Chambers, parce que c'est un petit peu la même vibe, je sais pas comment l'expliquer, mais les sujets sont pas vraiment les mêmes, puisque là c'est vraiment un roman d'anticipation écologique, on va dire, mais également politique, et j'ai trouvé que c'était moins fort, moins bon que les romans de Becky Chambers que j'ai pu lire, qui traitent un peu de sujets similaires. Et donc ça n'a pas été une excellente lecture pour moi, ça a été une bonne lecture qui est intéressante de par les sujets qui sont développés. Mais en fait je l'ai pas du tout trouvée innovante en quoi que ce soit. Et c'est un peu le seul bémol que je lui ai trouvé. Et qui a fait que ça n'a pas été une excellente lecture pour moi. Ensuite j'ai lu un autre service presse, cette fois-ci je l'ai reçu de la part des éditions Gallmeister. C'est Les Voleurs d'innocence de Sarah Walker. Je l'avais demandé en service presse parce que déjà juste la beauté de la couverture, ça m'avait donné trop envie de le lire. Et l'histoire était hyper intrigante, on suit 6 sœurs qui sont entre guillemets maudites puisque à chaque fois que l'une d'entre elles va se marier, elle va très rapidement décéder et on ne sait pas trop pourquoi. Et donc on va suivre l'une des plus jeunes sœurs, l'avant-dernière il me semble, qui s'appelle Iris et qui va nous raconter en fait l'histoire de sa famille. Et on va du coup suivre tout ce qui va arriver aux 6 sœurs mais également au reste de la famille, toutes les personnes qui les entourent. C'est un roman qui est hyper riche, hyper intéressant, qui est vachement long en fait, il fait plus de 600 pages, mais vraiment je n'ai pas du tout ressenti de longueur parce que j'étais happée par l'histoire. J'avais envie de savoir d'où venait cette malédiction, pourquoi toutes les femmes de la famille Chapelle mouraient. Et ouais, c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont c'était raconté, puisqu'au début on suit une vieille femme qui a
apparemment rien à voir avec l'histoire. Et ensuite la manière dont l'histoire va être racontée et articulée, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Je trouve que c'est une très bonne lecture à lire pendant l'automne et si jamais les histoires familiales comme ça un peu mystérieuses vous intéressent, je vous recommande vivement de le lire parce que pour moi c'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite j'ai lu Yumi et le peintre des cauchemars. C'est le troisième projet secret de Brandon Sanderson et je l'avais lu en VO lorsqu'il est sorti. C'est un livre que j'ai mis hyper longtemps à lire parce que j'avais pas le temps et j'arrivais pas vraiment à rentrer dedans même si j'appréciais l'histoire. Et au final, une fois que je m'y suis vraiment mise, je l'ai dévoré et j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit en fait une jeune fille qui s'appelle Yumi et qui dans son monde fait partie des personnes qui peuvent communiquer avec les dieux en empilant des pierres, en faisant des rituels. C'est une jeune fille en fait qui a été détectée à la naissance et qui a été retirée de sa famille pour être élevée dans le culte en fait de ces dieux, de ces esprits. Et elle a donc passé sa vie à effectuer des rituels en boucle, c'est vraiment tout ce qu'elle a connu. Elle se balade de ville en ville pour appeler les esprits et qu'ils viennent ensuite en aide aux habitants en fait des villes qu'elle va rencontrer. Et d'un autre côté, on va suivre un autre point de vue, celui de Nicaro qui est également appelé le peintre dans le livre et qui est un peintre des cauchemars. En gros, dans l'univers de Nicaro qui est pour le coup pas du tout le même que celui de Yumi, les villes en fait sont plongées dans l'obscurité, il y a des zones en fait qu'ils ne peuvent pas du tout explorer puisque il y a comme une genre d'ombre géante qui accapare certaines parties de leur territoire et dans ces ombres géantes il y a des cauchemars qui parfois vont en sortir et vont venir dans la ville pour terroriser des gens. Et donc le travail de Nicaro, ça va être en tant que peintre de cauchemars de combattre ces cauchemars en faisant des peintures qui en gros vont lui permettre de transformer les cauchemars pour les éradiquer. Enfin bref, du jour au lendemain, Nicaro il va se retrouver envoyé dans le monde de Yumi, on sait pas trop pourquoi, il a regardé par la fenêtre, il a vu un truc et il s'est réveillé avec Yumi. Et donc leurs vies vont se retrouver complètement liées puisque ils vont alterner des moments où Nicaro est avec Yumi au sein du monde de Yumi, mais en gros c'est Nicaro qui est dans le corps de Yumi. Et ensuite il y aura l'inverse puisque ce sera Yumi qui sera dans le monde de Nicaro. Et en gros, dans le monde de Nicaro, Nicaro est invisible mais il est avec elle et c'est Yumi qui est présente mais dans son corps à elle-même. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais du coup en même temps que les personnages on essaie de comprendre pourquoi leurs destins sont liés comme ça, puisqu'ils se disent forcément que ça doit être pour résoudre une chose, pour résoudre un problème. Il y en a forcément dans les deux univers puisque Nicaro a repéré un gros cauchemar qui peut être dangereux et dans l'univers de Yumi il y a également des choses qui font que elle pourrait avoir besoin d'être résolue et donc nous on va suivre un petit peu l'aventure de ces deux personnages qui ont absolument rien à voir au début et qui vont se retrouver liés pour essayer de se débrouiller un petit peu et découvrir pourquoi ils ont été liés comme ça. C'est un roman qui était hyper intéressant, qui change beaucoup des autres livres que j'ai pu lire de Brandon Sanderson parce que c'est vraiment de la fantasy à inspiration asiatique avec des univers un peu particuliers, vraiment très bien construits et en même temps qui sont très originaux. Et vraiment ça a été une bonne lecture, il est assez long donc je vous conseille de vous accrocher pour un petit peu rentrer dedans au début, mais vraiment l'histoire est très intéressante et j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Ça a été une très bonne lecture et ça m'a donné trop envie de lire le dernier projet secret de Brandon Sanderson, mais je pense qu'il sort seulement en janvier 2024 donc il va falloir que j'attende un petit peu d'ici là. Ensuite j'ai lu un livre, je lis jamais de livres comme ça habituellement, mais en fait pendant le mois d'août j'ai commencé à regarder les chroniques de Bridgerton. Je regarde pas du tout de romans, j'en lis pas du tout habituellement. Mais ma soeur en fait à chaque fois me disait de regarder cette série et je me suis enfin lancée. Et comment vous dire que j'ai tellement aimé que j'ai dévoré les deux premières saisons ainsi que la saison sur la reine Charlotte. Et du coup quand j'ai terminé de regarder Bridgerton j'avais encore envie de consommer de la romance. Et je me suis décidée comme ça à lire The Love Hypothesis, plutôt à l'écouter en livre audio puisque j'ai lu en livre audio sur NetGalley et j'ai beaucoup aimé. Après ça n'a pas été une excellente lecture, c'est pas non plus un livre qui est extraordinaire, mais c'est hyper divertissant. On suit une jeune femme qui est en gros doctorante dans une genre d'université et elle va se retrouver liée avec l'un des professeurs qui en gros gère les doctorants de sa fac, pas elle exactement mais certains de ses camarades.
Et en fait ils vont se retrouver liés parce qu'elle va faire semblant d'être en couple avec lui sans savoir au début que c'est l'un des profs de la fac. Donc voilà, c'est vraiment une histoire bateau puisque forcément vous en doutez bien, c'est une histoire un petit peu de enemies to lovers dans un univers vraiment scientifique puisque ça se passe au sein d'une fac de sciences. Mais moi j'ai vraiment trouvé ça très divertissant, donc si vous cherchez une romance à lire je vous la recommande. Mais j'avoue que ça m'a pas non plus donné envie de lire d'autres romances, mais en lire une comme ça, bah c'était une expérience assez chouette. Ensuite j'ai lu une BD que j'ai également reçue en service presse sur NetGalley, il s'agit du Souffle des choses de Stéphane Fert. Stéphane Fert, j'aime beaucoup son style d'illustration et j'avais déjà lu certaines de ses BD avant. Du coup quand j'ai vu qu'il y avait celle-ci qui était proposée sur NetGalley, je l'ai demandé puisque l'histoire avait l'air vraiment très chouette. On suit une jeune ogresse qui va être recueillie par des sorcières et en gros on va un petit peu suivre le début de sa vie jusqu'à ce que rapidement il y ait une aventure qui se mette en place puisque il y a une genre de brume qui essaye de s'attaquer à chaque fois aux sorcières et du coup on va suivre un petit peu comment les sorcières et l'ogresse vont se débrouiller pour lutter contre cette brume et contre ces ennemis mystérieux, et on va découvrir que l'ogresse a un certain pouvoir qui va aider les sorcières en fait dans leur lutte, et du coup c'est un petit peu ça l'histoire. C'est un tome 1 donc j'ai trouvé ça assez introductif, je trouvais que l'histoire était assez rapide donc malheureusement j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, mais j'ai trouvé les dessins vraiment magnifiques et je lirai certainement les prochains tomes pour découvrir un petit peu la suite de l'histoire parce que j'avoue que là je suis un petit peu restée sur ma faim en lisant juste ce premier tome. Ensuite j'ai lu Roméo et Juliette de Shakespeare, c'est une pièce de théâtre que j'avais très envie de découvrir et ça a été une bonne lecture, mais j'avoue que ça m'a pas non plus transcendée. C'est l'histoire de Roméo et Juliette qui tombent amoureux alors que leurs familles sont des ennemis et qui vont essayer de lutter en fait pour que leur amour persiste. C'était une bonne lecture, mais est-ce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus ? Pas vraiment. Ensuite j'ai lu Le Livre des Reines de Joumana Haddad. Pour le coup ça a été une excellente lecture, j'ai beaucoup aimé ce roman. On suit plusieurs générations de femmes qui vont en fait habiter dans des pays différents, qui vont nous permettre de découvrir beaucoup d'aspects culturels du Moyen-Orient. On commence l'histoire avec le génocide arménien, c'est de là que vient en fait la première femme de cette famille, et en gros on va suivre chaque génération. En fait il va y avoir 4 parties qui vont nous permettre de découvrir les 4 femmes que l'on va suivre, 4 femmes donc une de chaque génération. On va suivre Kaya, Kana, Kadar et Kamar. Et grâce à elles en fait, et grâce à leur vie qui sont parfois assez différentes, on va découvrir plein de choses en fait sur le conflit israélo-palestinien, sur le génocide arménien comme je vous ai dit, mais également sur tous les conflits entre les chrétiens et les musulmans, notamment au Liban et en Syrie. Et vraiment c'est un roman qui est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé suivre les différentes femmes parce que si vous lisez vous allez vite vous en rendre compte, mais elles ont des caractères qui sont hyper différents et en fait des fois on découvre la jeunesse de l'une des femmes et on la retrouve en fait lorsqu'elle est adulte avec sa fille, ce qui nous permet un petit peu de découvrir l'évolution des points de vue, mais également le point de vue d'une fille par rapport à sa mère, et nous on connaît un petit peu du coup tout ce que la mère a vécu. Enfin bref c'est hyper intéressant, c'est un roman qui est hyper riche je trouve et qui m'a donné très envie de découvrir davantage cette autrice. Donc si vous avez des recommandations, si vous avez lu d'autres romans de Joumana Haddad, n'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que vraiment j'ai beaucoup aimé celui-ci et j'ai très envie de continuer à la découvrir. Ensuite un autre service presse que j'ai reçu cette fois-ci des éditions Globe, il s'agit de L'Invincible été de Liliana de Cristina Rivera Garza. C'est un livre, c'est pas vraiment un roman puisque c'est plus de la non-fiction. On suit en fait l'autrice qui a perdu sa sœur lorsque cette dernière avait une vingtaine d'années je crois. En fait sa sœur a été victime d'un féminicide au Mexique, qui est un phénomène hyper courant au sein de ce pays si vous ne le savez pas, et elle va décider une trentaine d'années après de revenir en fait sur les lieux du meurtre, de faire une sorte d'enquête pour essayer de comprendre comment ça a pu arriver à sa sœur, puisque c'est un meurtre qui a eu lieu à la fin des années 1990 et il est resté en fait non résolu puisque le coupable n'a jamais été retrouvé. Et c'est survenu assez brusquement puisque l'autrice ne s'attendait pas à ce que sa sœur soit tuée, et donc elle essaye de comprendre ce qui a pu se passer en recueillant des témoignages, en essayant de retracer sa vie à l'époque.
Et c'est un livre qui est hyper intéressant, même si j'avoue que parfois j'ai trouvé le temps long à certains moments, mais c'est un livre qui est hyper intéressant, hyper engagé, ça nous permet vraiment de découvrir comment les féminicides sont traités au Mexique, et juste pour ça c'est un livre qui est hyper intéressant. Après je ne sais pas si ça plaira à tout le monde puisque c'est pas un roman, donc c'est un peu moins fluide je dirais que si c'était romancé, mais c'est quand même une lecture hyper importante et hyper intéressante, donc je vous la recommande quand même. Et enfin le dernier livre que j'ai lu pendant le mois d'août, c'est The Dance Tree de Kieran Millwood Hargrave. C'est une autrice que j'avais déjà lue lorsque j'avais lu Les Graciés, et lorsque j'ai vu celui-ci j'ai craqué à cause de la couverture que j'ai trouvée vraiment très jolie. Et lorsque j'ai lu le résumé, je me suis dit que j'allais tenter le coup parce que ça me faisait un petit peu penser à son autre roman qui est également un roman historique. Puisque pour le coup là on va être à Strasbourg au XVIe siècle puisque ça se passe pendant les années 1500 et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lisbeth qui est en fait le personnage central du roman, même si on suit d'autres personnages hyper récurrents. Lisbeth elle est enceinte, elle est mariée avec un homme duquel elle est pas vraiment amoureuse. Et ce qui est le plus intéressant en fait autour de Lisbeth, ce sont les personnages qui l'entourent, puisque on découvre rapidement que sa belle-mère la hait un petit peu, enfin elles ont pas du tout une relation fusionnelle, et c'est limite si elles se supportent pas du tout. Et à côté de ça, on découvre que la belle-sœur de Lisbeth, qui est donc la sœur de son mari, elle a été envoyée pendant 7 ans dans les montagnes, on ne sait pas trop pourquoi. Et on va essayer du coup de comprendre en même temps que Lisbeth, puisque pour le coup elle sait pas non plus pourquoi sa belle-sœur elle a été envoyée dans les montagnes. Elle sait qu'elle a dû faire quelque chose qui n'était pas en accord avec les principes de la religion et que c'est pour ça qu'elle est un petit peu envoyée en retraite dans les montagnes, mais elle sait pas du tout ce qui s'est passé. Et il y a également une amie très proche de Lisbeth qui était également apparemment l'amie de sa belle-sœur, qui s'appelle Ida et qui est mariée à un mec horrible. On comprend même pas pourquoi elle est mariée avec, parce que vraiment c'est une ordure. C'est l'amie la plus proche de Lisbeth et elle l'envie un petit peu parce que Ida elle a beaucoup d'enfants, elle a une vie de famille en fait qui est pas mal réussie pour l'époque, même si son mari est horrible avec elle. Et Lisbeth pour le coup elle a vraiment du mal à avoir des enfants. Elle a fait une 12aine de fausses couches il me semble, et son mari a perdu son intérêt envers elle à cause de ça. Donc elle a pas une super vie. Et en même temps de tout ça, il y a un genre de phénomène qui est en train de se répandre dans les villes de Strasbourg. Il y a des femmes qui se mettent à danser en fait comme des folles pour le coup, puisque il n'y a pas moyen de les arrêter. Leur famille vient les reprendre pour les faire dormir et dès le matin en fait elles retournent danser. Et on comprend pas trop pourquoi elles sont comme dans une genre de transe, et donc on va suivre l'évolution de ce phénomène et en même temps on va suivre la vie de Lisbeth à partir du moment où sa belle-sœur va revenir. Enfin bref, c'est un roman qui est hyper intéressant parce qu'il est pas hyper long, il fait même pas 280 pages, et pourtant on a plein de personnages hyper intéressants. Il y a pas mal de choses qui se passent à côté de ça qui nous permettent de découvrir un petit peu l'aspect social de la ville de Strasbourg pendant le XVIe siècle. Il y a également le sujet de la santé mentale qui est beaucoup abordé dans le roman, mais également la place de la femme au sein de la société à cette époque. Et c'est vraiment hyper intéressant. À côté de ça, il y a toute une relation avec la nature qui est également développée, puisque au sein de la ferme où Lisbeth habite avec toute la famille, il y a des ruches d'abeilles dont elle s'occupe, et elle développe en fait toute une relation avec ces abeilles qui est également hyper intéressante et hyper bien traitée dans le roman. Enfin bref, moi ça a été une très bonne lecture. Je vais pas vous en révéler plus, même si je pense que j'ai déjà bien résumé le début du roman. Mais vraiment il y a des sujets hyper intéressants qui sont abordés tout au long du roman, dont je peux pas vraiment vous parler parce que sinon je vais vous spoiler en fait l'intrigue. Mais je vous recommande vivement de le lire. Si jamais vous avez déjà lu Les Graciés de cette autrice, n'hésitez pas à lire celui-ci aussi, parce que pour le coup ça aborde un peu les mêmes thèmes, la place de la femme à une certaine époque dans une certaine société. Et si vous avez aimé Les Graciés, vous allez aimer celui-ci aussi, parce que c'est un petit peu le même genre de roman. Et d'ailleurs je sais que celui-ci il vient d'être traduit, je sais plus chez quel éditeur, mais je vous mettrai la couverture française ici. Donc si vous voulez pas le lire en anglais, vous pouvez toujours le lire en français si ça vous arrange. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois d'août. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire les livres que vous avez lus pendant le mois d'août. Et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.